Du nouveau en Haïti maintenant, on connaît désormais le nom de celui qui présidera le conseil de transition. Il s'agit d'Edgar Leblanc-Fils, un homme politique, ancien dirigeant du Sénat. C'est désormais sur lui que compte le pays pour sortir de la crise sécuritaire dans laquelle il est plongé depuis des mois, des années même. Ludovic de Foucault, bonjour. On décrypte évidemment cette annonce, cette nomination qui vient d'intervenir, celle d'un président à la tête de ce conseil de transition. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? La situation politique va enfin pouvoir se débloquer ou pas du tout? C'est évidemment l'espoir des Haïtiens. C'est un signe positif que cette nomination de ce président, parce que les membres du Conseil de transition n'ont même pas eu besoin de voter. Je rappelle que le Conseil est composé de 9 personnes, et dont 7 ont le droit de vote, des représentants des partis politiques ou du secteur privé. Puis les 2 personnes qui n'ont pas le droit de vote sont des représentants du secteur religieux ou de la société civile. Ils n'ont pas eu à voter pour se mettre d'accord sur le nom d'Edgar Leblanc. C'est une figure consensuelle, un personnage rassembleur, ancien président du Sénat, dont le nom n'a jamais été associé à des affaires de corruption. Là où il commence à y avoir un débat, c'est le nom du Premier ministre, qui a, lui, été élu, mais qui ne fait pas... Tout le monde n'est pas d'accord. Il s'appelle Fritz Bélizaire, c'est un ancien ministre des Sports, il n'est pas très connu du public. Seulement 4 des 7 membres qui ont le droit de vote l'ont choisi, et les autres ont déjà menacé de contester sa nomination ou même de démissionner. Donc ça risque de fracturer le Conseil avant même la nomination d'un gouvernement, un gouvernement qui aura évidemment la tâche titanesque de rétablir l'ordre dans le pays, d'organiser des élections que ce nouveau président veut les plus incontestables, les plus transparentes possibles, avant normalement de remettre son mandat le 7 février 2026. Voilà, vous venez de le dire, la tâche qui attend cette équipe est évidemment immense. Au cœur des préoccupations, évidemment, la violence aura une large place. Oui, évidemment. Depuis le début de l'année, les crimes ont explosé, le pays est paralysé, les hôpitaux sont débordés, le principal port, le principal aéroport ne sont pas opérationnels. Des pans entiers du territoire sont contrôlés par des gangs surarmés dont les chefs maintenant revendiquent un rôle politique, se présentent en libérateurs, dénoncent la corruption. Et face à ça, les autorités semblent impuissantes. Le défi majeur aujourd'hui pour Haïti, c'est d'abord de créer des conditions favorables pour faire venir l'aide, et notamment l'aide policière, cette force multinationale menée par le par le Kenya, sous mandat de l'ONU, sauf que cette aide est toujours suspendue à cause du chaos ambiant et pas encore visiblement suffisamment financée. Le voisin américain regarde tout ça avec beaucoup d'attention, se refuse pour l'instant à toute implication militaire. On sait que les États-Unis sont déjà intervenus ou ont déjà mené des interventions militaires au moins 2 fois ces 30 dernières années. Ils veulent voir cette force de police arriver rapidement dans le pays. Voilà. Maintenant, un dernier mot. Cette violence des gangs et la corruption en Haïti, d'abord, ce sont des phénomènes qui sont liés. Le pays se classe 172e sur 180 à l'indice mondial de perception de la corruption. Et puis, c'est la manifestation d'un problème structurel. Dans la politique haïtienne, on a toujours entretenu des liens étroits avec les gangs pour asseoir son pouvoir face à ses rivaux. Et là, on voit que progressivement, les autorités politiques ont laissé échapper ce pouvoir, et ce sont les gangs qui s'en sont emparés. Merci beaucoup Ludovic pour le décryptage après cette